Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est au Havre que Franck Ferrand nous emmène pour commencer l'après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir rendre hommage au Havre cet après-midi. Le Havre que j'aperçois de temps en temps de mes fenêtres de Villers, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il y aura de la pluie. Pour le moment, nous évoquons une histoire terrible, celle de Jules Durand, un docker victime d'une machine judiciaire armée contre lui. C'est carrément l'affaire Dreyfus du monde ouvrier, c'est comme ça qu'on l'a surnommé. Le livre de Roger Martin s'appelle « Les docks assassinés », l'affaire Jules Durand, et Roger Martin est avec nous dans ce studio. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Nous sommes à l'été 1910, sur les quais du Havre, en août, dans le milieu des dockers charbonniers. Le Havre est un des premiers ports d'Europe, c'est une véritable fourmilière humaine, on ne dort jamais, ni jour ni nuit, le port grouille de monde, des travailleurs s'affairent partout le long des quais, ils sont habillés pauvrement, ils ont le teint noirci, ils inspirent régulièrement une poussière de charbon qui leur tapisse les poumons. C'est un terrible sort que celui des dockers en général et des dockers charbonniers tout particulièrement. Souvent embauchés à la journée, ils chargent et ils déchargent le charbon des navires du Havre. Parmi eux, un certain Jules Durand. C'est un homme de 30 ans, fils de charbonnier, qui habite avec sa jeune compagne, Julia, au domicile de ses parents, quai de Saône. Ils sont au-dessus du Petit Sou. Le Petit Sou, c'est un des cafés favoris des dockers. C'était un véritable point de rendez-vous. Comme beaucoup d'autres ouvriers qui effectuent la même tâche, Jules Durand élève des pigeons, il participe régulièrement aux compétitions de pigeons, c'est un sport comme les autres d'une certaine manière, compétitions qui réunissent des colombophiles venus de la France entière. A priori, bref, rien ne distingue Jules Durand des autres travailleurs du port, enfin quand je dis rien, tout de même. D'abord, il ne boit pas d'alcool. C'est une chose assez rare dans ce milieu où l'alcoolisme fait des ravages. Il faut savoir que chez les dockers et charbonniers, la paye est versée en jetons, payables uniquement dans les bistrots. Et ce sont les tenanciers du bar qui versent leur argent en liquide, c'est le cas de le dire aux ouvriers, à condition qu'ils en consomment, on va dire, 1/10 à peu près. On ne quitte pas le troquet sans avoir bu 1, 2, 3 tournées. Dans ce monde où une immense majorité de travailleurs sont donc de grands buveurs, le combat de Jules Durand contre l'alcoolisme est beaucoup plus que la manifestation d'un goût personnel. C'est un véritable engagement et d'ailleurs on l'appelle le buveur d'eau. Par ailleurs, Jules Durand, depuis des années, exerce des activités syndicales, ce qui n'a pas fait plaisir à son père. Il se dit volontiers anarchiste et même anarcho-syndicaliste. Il est devenu secrétaire de la section syndicale qu'il a rattachée à la CGT. Et évidemment, en face de ce syndicat qui représente les charbonniers, vous avez le syndicat créé par le patronat, les jaunes comme on dit. Or, la tension entre ces deux organisations va s'accentuer lorsqu'en août 1910, l'autre CGT, si je puis dire, la Compagnie Générale Transatlantique, un très puissant armateur, introduit une nouvelle machine qui va supprimer beaucoup d'emplois de dockers charbonniers. On appelle cette machine la Tancarville. C'est un système de tapis roulant qui permet de charger et de décharger le charbon. Ça a été conçu par un ingénieur, Clark, et ça permet de remplacer à chaque machine environ 100, 120 peut-être, certains disent 150 ouvriers. Donc vous imaginez, c'est un désastre du point de vue de l'emploi. C'est peut-être un bienfait du point de vue du travail, ça c'est une autre affaire. Jules Durand en appelle à la grève. Le 17 août 1910, les dockers charbonniers se réunissent en assemblée générale, la grève est donc votée, et pendant plusieurs semaines, dans ce contexte de grève, des bagarres vont régulièrement opposer les grévistes aux non-grévistes. On appelle donc les jaunes, on a tendance à les appeler, là en l'occurrence dans ce combat, on dit les renards, pour parler de ceux qui cassent la grève en fait. Un soir, le 9 septembre, rixe sur le port, un renard du nom de Louis Dongé, qui sort de 2 jours et de 2 nuits de travail alors qu'il avait voté la grève, fait la tournée des cafés et il insulte les grévistes qu'il croise, bande de feignants, enfin vous imaginez.
Il est alcoolisé, il est armé d'un revolver, des grévistes au moins aussi alcoolisés que lui se défendent, bref, c'est la bagarre générale, des échanges musclés, un revolver, celui que tenait Dongé, tombe à terre, Louis Dongé, roué de coups, ses agresseurs l'abandonnent à terre, et lorsqu'il le laisse, il est sans connaissance. Ce soir-là, le commissaire Henri, commissaire de police, est en train de sortir tranquillement du music hall lorsqu'un de ses gars vient lui apprendre qu'une rixe a eu lieu sur les quais. Ceux qui ont participé à la rixe ont été arrêtés, mais ils sont dans un tel état d'ivresse qu'on a renoncé à les interroger. Le commissaire a l'habitude des rixes, il en voit tout le temps à longueur de mois, mais cette fois-ci la situation est différente puisqu'il y a ce blessé grave qui a été transporté à l'hôpital et qui, dès le lendemain, meurt de ses blessures. Alors là, ça devient une enquête criminelle, changement complet d'affaires. C'est un juge d'instruction qui est nommé et 2 jours plus tard, le 11 septembre 1910, 3 responsables du syndicat des charbonniers sont arrêtés pour complicité morale d'homicide volontaire. C'est le chef d'inculpation classique. Ils n'ont pas participé à la bagarre. Mais on les accuse d'avoir encouragé ce qu'on appelle la chasse aux renards, c'est-à-dire le fait de dénoncer les jaunes, d'aller les traquer, etc., bien entendu. Ils ont, semble-t-il, sinon prémédité, c'est un grand mot, mais peut-être d'une certaine manière commandité l'assassinat de Louis Dongé. Ces 3 accusés sont Henri Boyer, qui est trésorier du syndicat des charbonniers, son frère Gaston Boyer, et puis le secrétaire du syndicat des charbonniers, notre Jules Durand. Il est arrêté à son domicile, Jules Durand. Et évidemment, il y a une espèce de... Vous imaginez, on est juste au-dessus du troquet dont je vous parlais, il y a un peu d'agitation, etc. Et lui, il rassure les gens, il rassure sa femme. Il dit à sa femme de ne pas trop s'en faire. Il reviendra, c'est juste une procédure classique. Il reviendra, il sera là dans l'après-midi, dit-il. Et ça, c'est le début de ce qu'on va bientôt appeler l'affaire Durand, une affaire... Franck, vous nous racontez l'incroyable affaire Durand. Alors cette affaire Dreyfus du monde ouvrier. Jules Durand est un ouvrier charbonnier syndicaliste qui, suite à une grève importante au Havre, est accusé de complicité dans un meurtre. Alors à cette période, on est en 1910. 1910, oui. Est-ce que les grèves sont fréquentes chez les ouvriers ? Ah oui, très fréquentes. Pour tout vous dire, le droit de grève a été instauré, c'est la loi Olivier, c'est 1864, c'est la partie du Second Empire qu'on appelle l'Empire libéral. C'est que Napoléon III a d'abord, dans un premier temps, au moment de son coup d'État, institué un empire autoritaire, extrêmement rigoureux, et puis petit à petit, il en est revenu à ses premières amours, si je puis dire, à ses idées sociales, et il a laissé faire d'une certaine manière, et cette loi Olivier a permis une sorte d'inflexion par rapport à la fameuse loi Le Chapelier, qui était une loi révolutionnaire qui, elle, interdisait purement et simplement toute coalition, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de se regrouper à plusieurs pour demander quelque chose. Donc, ce droit de grève existe, mais... Même s'il existe, vous voyez, 1864-1910, ça va faire bientôt un demi-siècle, on ne peut pas dire pour autant que l'on ait admis véritablement ce droit de grève. C'est ça qui est assez étonnant. Il ne sera définitivement reconnu et pleinement reconnu, ce droit, que par la Constitution de 1946, dans les circonstances que vous savez, qui sont celles qui succèdent à la libération. Donc, à l'époque, il y a des grèves, oui, il y en a même beaucoup, mais elles sont presque toujours dures, brutales. Il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle la Belle Époque, qui par ailleurs est incontestablement une très belle époque, pour le monde ouvrier, a surtout été une époque très rude. Et c'est la bourgeoisie qui est au pouvoir, qui a pleinement les manettes à cette époque. Et donc, on réprime tout soulèvement ouvrier. Tout ce qui, d'une grève, pourrait commencer à ressembler à un soulèvement, est réprimé. Et là, on peut parler de l'ensemble de la classe politique. Dites-vous qu'un homme comme Clémenceau, qui s'est tellement manifesté par ailleurs pour son engagement radical dans une gauche très affirmée, n'en a pas moins été un briseur de grève effroyable dans les premières années du XXe siècle. Donc, vous voyez l'ambiance, toujours des tensions qui sont extrêmes. Évidemment, le fait que le syndicalisme s'étende beaucoup dans ces années 1902, 1903, 1904, ça inquiète beaucoup un certain nombre de dirigeants, le patronat, disons-le, et évidemment, on essaie... on tente tous les moyens possibles pour limiter cet effet-là. Alors, est-ce qu'on peut dire pour autant que c'est ce qui a présidé à l'arrestation de Jules Durand ? Disons-le, le commissaire Henri, d'entrée de jeu,
émet des doutes quant à la culpabilité de Jules Durand. Ce dernier est connu de la mairie, de la police, comme étant quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un d'intelligent avec qui on peut parler, c'est quelqu'un de pacifiste. Par ailleurs, les policiers assistent depuis longtemps aux assemblées générales du syndicat des charbonniers, vous savez que tout ça est infiltré jusqu'au bout, bien entendu, et ils n'ont jamais, dans le cadre des réunions auxquelles ils ont pu assister, entendu d'appel au meurtre. Pourtant, les doutes du commissaire Henry ne vont pas être suivis, ne vont pas être entendus. Le commissaire comprend très vite que quelque chose dans cette affaire ne fonctionne pas comme cela devrait. Il y a quelque chose qui cloche, vous voyez. Le dimanche, le procureur de Rouen s'est déplacé au Havre pour rencontrer une personnalité dont le rôle est crucial. C'est le représentant de la très puissante compagnie générale transatlantique, monsieur Ducrot. Et Ducrot n'a qu'une obsession, lui, évidemment on peut le comprendre, lui il défend les intérêts économiques de son grand groupe, son but à lui c'est d'arrêter la grève, en finir avec cette grève. C'est même dans son cas une véritable obsession. 12 personnes, 12 témoins vont être interrogés, on cherche des témoignages bien entendu. Or, contrairement à l'ordinaire, l'interrogatoire des témoins n'a pas lieu au palais de justice, il a lieu, tenez-vous bien, dans les bureaux de la Compagnie Générale Transatlantique. L'un après l'autre, les témoins sont donc interrogés, questionnés, ce sont des dockers charbonniers bien sûr qui sont un peu intimidés et qui l'un après l'autre vont tous confirmer que Jules Durand a commandité l'assassinat. Le secrétaire du syndicat des charbonniers leur aurait donné l'ordre de tuer Louis Donget. Voilà en tout cas ce qui va ressortir. En attendant le procès, Durand est détenu dans la prison du Havre. Dès le lendemain de son arrestation, la grève a été stoppée, le travail a repris. On a l'impression d'une espèce de remise en ordre très rapide et très brutale. Et assez rapidement, bien sûr, on désigne un avocat pour défendre Durand. Cet avocat, vous le connaissez, c'est ça qui est assez étonnant dans cette affaire, c'est une petite anecdote mais qui n'est pas négligeable. C'est un maître d'une, on va dire, assez jeune, hein. Il est très peu expérimenté, mais il faut dire aussi que son client aussi est jeune. Lui-même est issu d'une grande famille du Havre, tout à fait, alors là on est dans le monde de la bonne société havraise. Cet avocat s'appelle René Coty, c'est le futur président de la 4e République. Alors il va rencontrer son client, bien entendu, il ne pourra pas s'entretenir de très nombreuses fois avec lui, parce qu'à l'époque l'avocat n'avait que très peu le droit de voir son client, il n'avait surtout pas accès à l'ensemble du dossier. Coty, néanmoins, va s'évertuer à défendre ce client. Il se prend de passion pour cette affaire, hein, il fait tout son possible. Et bientôt, au Havre, on ne parle plus que de cela. On parle maintenant de l'affaire Durand. N'oubliez pas qu'on est en 1910. La réhabilitation du capitaine Dreyfus, c'est 1906. L'affaire Dreyfus a jeté la France dans les affres pendant 12 ans, de 1894 à 1906. Ça a été une violence sans précédent et tout devient vite affaire. C'est pas un hasard, hein, si dans les années qui vont suivre, avant et surtout encore bien plus après la Première Guerre mondiale, on multipliera le nombre de toutes ces affaires. Donc, on parle partout énormément de cette affaire Durand. La presse conservatrice se déchaîne contre l'accusé. On parle de syndicat du crime, d'horreur anarchiste. Enfin voilà. L'opinion publique, évidemment, est indignée. Vous savez, il est assez facile d'indigner l'opinion contre la violence, quelle qu'elle soit. Et le seul journal qui va défendre Jean Jaurès, le seul grand journal, c'est l'Humanité, qui va défendre Jules Durand, pardon, c'est l'Humanité de Jean Jaurès. Dans cette frénésie, une personne garde son calme, et ça paraît remarquable, et ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on pensait de Durand, c'est Jules lui-même. Voici une lettre qu'il adresse à sa femme, 14 septembre 1910. « Ma chère Julia, ne te fais pas de chagrin. Tout le monde connaît ma conduite, comme toi, tu as pu longtemps la juger. Te dire la principale cause en ce moment est de consoler le père et la mère, car je suis persuadé qu'ils doivent être dans un profond chagrin. Eh bien, ce n'est pas la peine, car soyez certain que ma détention est une question de jours et que je ressortirai la tête haute. S'il te plaît, n'oublie pas mes chers pigeons, je me mets à votre place, il est douloureux pour vous de me savoir en prison, mais sachez que moi, je suis certain à l'avance que je serai en liberté et que je pourrai vous embrasser de tout mon cœur, et c'est signé ton Jules. »
Vous voyez, un style d'une grande naïveté, mais en même temps d'une belle limpidité qui donne une idée du personnage. Le 16 novembre 1910, 2 mois après l'arrestation de tout le monde, Jules Durand et les frères Boyer sont transférés menottes aux mains à Rouen, à la prison de Bonne-Nouvelle, en vue du procès en cour d'assises. La prison s'appelle Bonne-Nouvelle, mais c'est la seule bonne nouvelle de l'histoire, inutile de vous dire. Mes accusateurs viennent de me faire conduire les menottes aux mains, mais qu'ils prennent garde, car la cour d'assises s'apercevra bien que ce n'est que des mensonges, et que tout n'est que parti pris contre le syndicat, écrit toujours Jules. Et voici qu'arrive l'heure du procès. Les fameux témoins dont je vous ai parlé avec de grands guillemets, les témoins défilent à la barre. Tous travaillent, vous l'aurez compris, pour la Compagnie Générale Transatlantique, qui a pris en charge leurs frais de transport, d'hébergement, qui leur a fourni des costumes neufs. Tous réaffirment la même chose. Durand a été à l'initiative d'un vote pour l'assassinat prémédité de Louis Dongé au cours d'une assemblée générale. Alors, c'est le moment pour le jury de se retirer. Les jurés doivent répondre à 2 questions sans se préoccuper des conséquences de leurs réponses. Vous savez comment ça fonctionne en cour d'assises. L'individu est-il coupable? Et puis, y a-t-il des circonstances atténuantes? Ça, ce sont les 2 questions tout à fait classiques. Et les réponses sont bien sûr transmises ensuite au juge et à ses assesseurs, aux magistrats professionnels. Le 25 novembre, le président de la cour d'assises rend donc le verdict. Durand est reconnu coupable d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation. Les jurés ont considéré qu'il n'y avait pas de circonstances atténuantes. La peine est donc la peine capitale. Durand aura la tête tranchée sur une place publique de Rouen. Imaginez l'émotion dans le prétoire, dans toute l'assemblée, on est abasourdi bien sûr. Personne ne s'attendait au prononcé d'une peine aussi irrémédiable. L'avocat Maître Coty était plutôt confiant, il n'a cessé au cours des débats de rassurer son client. À l'annonce du verdict, le pauvre Durand est pris d'une crise de tétanie. Il s'écroule, il convulse, il est saisi de violentes crampes et de contractions musculaires, mais on peut le comprendre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Jules Durand, un docker a priori sans histoire. Et avant la pause, Franck, vous nous appreniez que Jules Durand, à la surprise générale, est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il est donc condamné à mort. Oui, c'est une condamnation qui fait un effet considérable. Vous dites un docker sans histoire, certes, mais qui n'en était pas moins le secrétaire du syndicat des dockers charbonniers. C'est fondamental, oui, bien sûr, c'est tout. À mon avis, c'est la clé, évidemment, de cette histoire. En tout cas, tout le monde est choqué par le verdict, et notamment les jurés eux-mêmes, auxquels on n'avait peut-être pas pris le soin de bien expliquer que la décision qu'ils rendraient, en tout cas les réponses qu'ils livreraient aux questions qu'on leur a posées, serait ensuite traduite en termes judiciaires par les magistrats. Or, si vous répondez que l'accusé est coupable d'assassinat, de meurtre avec préméditation et qu'il ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante, à l'époque, le code pénal est clair, c'est la peine de mort. Et l'ensemble des jurés est tellement sidéré qu'ils se réunissent et qu'ils signent collectivement un recours en grâce adressé le soir même au chef de l'État. Le procureur général y ajoute un mot de sa part pour demander, et ça c'est rarissime, pour demander qu'on transforme la peine de Jules Durand en une condamnation au bagne. Donc vous voyez que tout le monde est conscient du caractère aberrant d'une telle sentence de mort. Durand n'en est pas moins emmené, le pauvre, à la maison d'arrêt de Rouen. Alors là, cette fois, on n'est plus en préventive. Il est conduit au quartier des condamnés à mort et désormais, il va porter la cagoule noire lors de ses déplacements, les fers aux pieds, camisole de force, etc. 28 novembre, écrit-il, quartier des condamnés à mort à la maison d'arrêt de Rouen, chers parents, après un abattement de quelques jours, la force me revient car l'innocence est en moi. Je le crie à haute voix, c'est une erreur. Non, ce n'est pas de la justice, c'est un parti pris contre la cause syndicaliste. Julia, c'est à toi que ma pensée va souvent, oui, c'est malheureux car en ce moment je devrais être en liberté, je suis innocent, tout ce que l'on me reproche n'est qu'un mensonge. Et c'est signé Jules Durand. Dès l'annonce du verdict, alors on parlait de grève, là c'est carrément la grève générale, pour pas dire la mobilisation.
La condamnation du docker Charbonnier fait la une de tous les journaux, bien sûr. La Ligue des droits de l'homme, qui vient juste d'être créée à l'occasion de la fameuse affaire Dreyfus, lance une vaste campagne de presse. Le député radical Paul Meunier va se faire le défenseur de Durand. Il parvient à convaincre 200 parlementaires de signer une pétition en faveur du condamné. Aujourd'hui, ce serait important. À l'époque, c'est capital parce que on est en plein régime parlementaire. La Troisième République est un régime gouverné par la Chambre des députés. Donc c'est très important. Alors tout le monde, d'une certaine manière, se sent concerné. Et dans l'Humanité, Jean Jaurès va parler de l'affaire Dreyfus du pauvre. La condamnation de Durand est un crime, écrit de son côté Anatole France. La protestation est alors un devoir. Prolétaires, sauvez Durand, c'est vous sauver vous-même. L'affaire prend une dimension internationale, puisqu'un peu partout en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, jusqu'aux États-Unis, à Chicago, les ouvriers se mobilisent partout. Et bien sûr, de son côté, la machine judiciaire est toujours en branle. Maître René Coty dépose un pourvoi en cassation qui est rejeté le 22 décembre 1910. Là encore, toujours pour des raisons, on y reviendra tout à l'heure, sur toute cette procédure judiciaire. Et 10 jours plus tard, le 31 décembre, donc pour la Saint-Sylvestre, le président Fallières, qui tout de même a fini par s'émouvoir du sort de Durand, il faut vous dire que Fallières est par ailleurs un abolitionniste, le président de la République donc gracie partiellement le condamné, c'est-à-dire qu'il le gracie pour ce qui est de la peine de mort, mais il commue la peine en 7 ans de réclusion criminelle, ce qui ne calme pas les esprits pour autant. Le monde syndical, les anarchistes qui sont extrêmement importants et présents et actifs à cette époque, et puis la famille de Durand bien entendu, et puis un certain nombre de personnalités dont Jean Jaurès, vous l'imaginez bien, tout ce monde continue de faire pression. Le 16 février 1911, c'est-à-dire 6 mois après les événements, Jules Durand est réveillé dans sa prison rouennaise aux aurores à 4 heures du matin. Et dans l'Humanité, ce jour-là, on peut lire « À 4 heures du matin, heure sinistre en cette saison, Durand est réveillé. Pourquoi avoir choisi cette heure anormale ? Vraisemblablement, on voulait que l'innocent prît un train qui le ramènerait au Havre, seul dans la pénombre du petit jour. Ce fut un chef de division de la préfecture qui vint annoncer la bonne nouvelle à Durand. Aussitôt, le directeur invitait le libéré à s'habiller. » On a envie de dire « ouf !» Ça, c'est dans l'Humanité du 16 février 1911. Durand est donc de retour au Havre où on lui fait un accueil triomphal. Imaginez les milliers de dockers réunis, on l'embrasse, etc. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que Jules Durand n'a plus tout à fait sa tête et plus les jours et les semaines et les mois vont passer et plus il va s'enfermer en lui-même. Il est pris parfois de crises d'hystérie. On le verra étrangler ses propres pigeons. Ça nous dit beaucoup sur... il est tellement mal que le 5 avril, le père de Jules va devoir se résigner à demander l'hospitalisation de son fils. Et d'ailleurs, le directeur de l'asile où il entre, à Sotteville-lès-Rouen, n'est autre que le docteur Lallemand, c'est-à-dire l'ancien président du jury d'assises qui l'avait condamné à mort. C'est peut-être le coup de grâce ça, pour Jules Durand, qui ne sortira jamais de l'asile et qui n'apprendra jamais que le 15 juin 1918, à la suite d'une contre-enquête, son jugement a été révisé et qu'on a estimé qu'ayant été condamné sur la base de faux témoignages, il peut être reconnu innocent, mais ça, il ne l'aura jamais su. Bonjour Roger Martin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez écrit un beau livre sur cette affaire Jules Durand, les docks assassinés. Et dans un instant, nous allons ensemble revenir sur cette ténébreuse affaire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est l'affaire Durand qui est évoquée cet après-midi. Pour en parler, Franck, vous recevez l'auteur de l'ouvrage « Les docks assassinés, l'affaire Jules Durand » aux éditions de l'Atelier, Roger Martin. Alors Roger Martin, il faut revenir sur les conséquences pour cet homme qui a subi l'effroi sans doute indescriptible de l'annonce d'une peine de mort. Il n'a évidemment aucun des éléments ni culturels, ni familial, ni etc. Rien qui puisse lui permettre de relativiser les choses. Il prend ça de plein fouet. Il est détruit littéralement et lorsqu'on le libère, après quand même pas mal d'années de prison, c'est un homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Il va sombrer dans une forme de folie, disons les choses. Oui, alors je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a d'une part le traitement, on va dire, physique,
qu'il a subi en prison, puisque vous l'avez dit, camisole de force, des fers aux pieds. Les fers aux pieds, c'est juste au moment où il est condamné à mort. Ça dure que quelques semaines. Mais enfin, c'est quand même terrible, bien sûr. C'est terrible. L'électricité la nuit, dans sa cellule. Des menaces quand même, parce qu'à l'époque, quand même, on ne parle pas forcément très bien aux condamnés à mort. Donc il y a à la fois ce qu'il a vécu sur place, mais je crois qu'il y a d'autres facteurs, et tout simplement un facteur qu'on ne mesure peut-être pas, c'est que c'est un homme de solidarité. Jules Durand, c'est un homme qui n'a jamais quitté le Havre et la région du Havre, qui se retrouve à Rouen. Rouen, c'est l'inconnu, c'est comme si c'était Paris, et qui s'y retrouve non pas dans son milieu habituel très simple, sa famille, ses camarades de travail, ses camarades de combat, mais isolé, avec vraisemblablement pour seule compagnie, s'il a une compagnie, c'est-à-dire des gens qui ont été condamnés pour des crimes de sang, qui sont dans l'ensemble réellement coupables. Et je crois que il y a donc à la fois un facteur matériel, physique, et aussi un facteur moral qui joue énormément. On a l'impression d'un garçon qui est complètement écrasé par l'injustice, tout simplement. Il n'arrive même pas à y croire. Il suffit de lire toutes ces premières lettres qui sont d'une pureté et d'une confiance incroyable. Mais oui, parce que c'est le paradoxe. Cet homme qui est présenté comme un anarcho-syndicaliste, comme un révolutionnaire, un rouge, qu'on voudra, oui. Quand on examine de près, on se rend compte que d'une part, il a une grande confiance dans la justice. Toutes ces lettres disent « on va prouver que ce n'est pas possible. Tôt ou tard, on va se rendre compte. Une cour d'assises ne peut pas se tromper, etc. » Il a une sorte de confiance absolue dans la justice, et il a en même temps une espèce de foi. Alors, on a ironisé sur le fait qu'il se revendique du Christ à partir d'un certain moment, etc. Et ça gênait certains, parce que effectivement, on voit des anarchistes comme des bouffeurs de curés ou autres. Or, lui, surtout à cette époque. Or, lui, c'est pas tout à fait ça. Il ne fait pas de l'anticléricalisme son cheval de bataille, pas du tout. Et il est un peu, je dirais, dans cette espèce de mouvance idéaliste d'un certain nombre de révolutionnaires de 1830, de 1848, de la Commune, pour qui Jésus, c'est le citoyen Jésus, c'est le sang de kilo de Jésus. Il y a aussi ce côté-là. C'est le message christique révolutionnaire. C'est un message christique révolutionnaire, je pense. Est-ce qu'il a forcé le trait une fois libéré? On voit des gens qui sont très heureux, ses voisins, sa famille, son père, tout le monde est là, on essaie de le soutenir et tout ça. Et lui se montre complètement prostré d'une certaine manière. On a l'impression qu'il n'essaie pas, pardon, je vous pose la question pour essayer de comprendre son attitude. Après on viendra à toute l'affaire bien sûr, mais là je voudrais déjà comprendre le bonhomme. On a l'impression qu'il ne saisit pas les mains qui lui sont tendues, comme s'il se complaisait d'une certaine manière dans sa perdition personnelle. C'est assez étonnant ça quand même. Je crois que ça commence quand on veut le faire sortir de prison. Je crois qu'il y a une forme de paranoïa qui s'est emparée de lui. Voilà. Il ne veut pas sortir de prison. Et il voit des ennemis partout finalement. Et l'étranglement ou l'égorgement de ces pigeons, c'est la même chose. Il voit dans ces pigeons des gens qui sont chargés de le surveiller. Donc il y a là une fracture mentale. On peut dire qu'il est devenu, il a perdu la raison. Alors par quelques secondes, quand il y a cet accueil triomphant, oui, il dit mes camarades, mes amis, mes frères, etc., mes enfants. Par réflexe quasiment. Et puis par réflexe, et puis presque aussitôt, il retombe. Et il y a une preuve quand même extraordinaire, c'est sa fille qui est née pendant qu'il était en prison, et à laquelle il ne va absolument pas s'intéresser. Il tue ses pigeons, mais il ne s'intéresse pas non plus à sa fille, comme si il était un étranger, comme s'il était devenu un homme totalement seul dans une espèce de prison de verre finalement. Ouais, c'est une vie totalement brisée. C'est une vie totalement brisée. Disons-le. Et cette vie, elle avait commencé dans la difficulté. Il est le fruit, il est le produit direct, ce Jules Durand, de ce que le prolétariat de l'époque a de plus dur, disons les choses. Et monde charbonnier et profession docker. Bien sûr, c'est le prolétaire des prolétaires à l'époque. Oui. Et docker charbonnier, en plus, il y a deux catégories, comme vous l'avez dit. Il y a ceux qui finalement déchargent ou chargent les bateaux, et puis il y a ceux qui après vont transporter la poussière de charbon pour qu'on fabrique des briquettes, etc. Ils sont moins payés d'ailleurs. Il y a même à l'intérieur de cette catégorie des sous-catégories. Donc c'est un métier effectivement abrutissant, un métier où l'on se tue au travail et où l'on meurt très tôt, puisque on bouffe de la poussière de charbon au moins autant que les mineurs finalement, et peut-être même plus. Et donc c'est un métier à la fois très dur, mais où existent des solidarités. Voilà, c'est ça, et ça c'est important, je crois que c'est ce qui explique quand même les motivations de Jules Durand. Une dimension quasiment fraternelle en vérité. Et est-ce que Jules Durand
est un syndicaliste politique ou un syndicaliste de fraternité, justement? Je pense qu'il est plutôt de la deuxième catégorie, hein, c'est ça? Il essaie en quelque sorte de défendre ses semblables, c'est ça son idée? C'est un syndicaliste de fraternité. Et je dirais qu'à cette époque-là, les gens comme Jules Durand pensent que tout progrès social ne peut passer que par le syndicalisme. Hein. C'est tout le débat de l'époque d'ailleurs. Hein. La CGT, pour lui, doit servir à obtenir un monde meilleur. Et ce monde meilleur ne peut s'obtenir que de cette façon-là. Et c'est tous les débats qu'il y a entre anarcho-syndicalistes, anarchistes, socialistes, révolutionnaires. C'est les grandes questions. Alors attention quand vous employez le mot CGT, parce que au Havre, en 1910, il y a 2 CGT. Il y a d'un côté la Confédération Générale du Travail, le syndicat, et de l'autre la Compagnie Générale Transatlantique, le grand patronat. Et évidemment, l'un contre l'autre, ça ne peut faire que des étincelles. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h, c'est l'histoire incroyable de Jules Durand que vous nous racontez, Franck Ferrand, en compagnie de votre invité Roger Martin. Oui, Roger Martin, auteur des Docs assassinés aux éditions de l'Atelier. C'est l'ouvrage sur l'affaire Jules Durand. Cette affaire incroyable dont il faut que nous arrivions quand même à saisir les tenants et les aboutissants maintenant. Et d'ailleurs, Guillaume nous envoie via Facebook une question toute simple, mais qui sont les vrais auteurs du crime? Eh bien, c'est toute la bande qui a tapé sur ce pauvre homme, là, sur ce renard, comme on l'appelait. Oui, alors, crime. Oui, mais victime. Il faut imaginer donc ce contexte absolument du port du Havre complètement bloqué finalement par une grève des charbonniers qui n'a pas été très bien vue de l'Union départementale CGT, qui estimait que c'était peut-être trop tôt, que le syndicat était trop jeune, qu'en face de lui il y avait des forces organisées très puissantes, mais qui a pris et finalement qui risque d'embraser absolument tout le port, et contre laquelle la Compagnie Générale Transatlantique, mais aussi toutes sortes de négociants importateurs voudraient absolument arriver à freiner. Et dans ce contexte, eh bien, il y a des gens qui travaillent, des gens qu'on paye plus pour travailler alors qu'on refuse des augmentations, des gens qui font 2 heures par jour, et parmi ces gens, eh bien, il y a donc ce personnage qui est un chef de bordée, on dirait maintenant peut-être un contremaître, qui a travaillé très longtemps, qui boit beaucoup, tous les témoignages le prouvent, et qui se trimballe de café en café avec un revolver. Et face à lui, il y a des gens qui sont grévistes, mais non syndiqués. Jules Durand ne les connaît pas, il ne les a jamais vus, ils sont jamais allés à une assemblée générale du syndicat, et qui finalement sont à peu près dans le même état que lui. Naturellement, on en vient aux insultes, on en vient aux coups, et dans la mêlée, le revolver tombe, et quand on est 10, 12, 13 contre 1, il est évident que c'est celui qui est tout seul qui finit par prendre le plus de coups. Il y a donc une mort qui sera qualifiée. On peut parler donc d'un crime entre guillemets collectif, incontestablement. On peut parler effectivement d'une bagarre qui tourne mal avec un crime collectif. Je pense que maintenant ce serait qualifié entre meurtre involontaire, ou mort involontaire, etc., homicide involontaire. Mais tout de suite, quelques-uns prennent ce prétexte pour en se rendre compte que finalement on vient de leur apporter une occasion inespérée de faire cesser la grève. C'est là qu'il faut entrer dans les arcanes de l'autre CGT, si je puis dire, donc de la Compagnie Générale Transatlantique. Alors, on a toujours l'image, et nous y viendrons tout à l'heure en parlant du Havre, on a toujours l'image des grands transatlantiques, des somptueux paquebots et de tout le bel appareil, si je puis dire, de la CGT, de la Compagnie Générale Transatlantique, qui était une des plus belles compagnies maritimes du monde, ça incontestablement. Mais cette compagnie, évidemment, elle est là pour faire du profit d'abord, pour augmenter ses rendements, enfin on connaît toute cette histoire, et son but est de limiter la grève, parce qu'il y a grève, c'est bien ça le problème. Il faut absolument limiter la grève, il faut surtout empêcher que la grève ne fasse tache d'huile auprès des autres catégories personnelles, comme on ne disait pas à l'époque. Et donc Stanislas Ducrot, qui est quand même quelqu'un à poigne, qui est l'agent de la Compagnie Générale Transatlantique au Havre, a tout de suite compris qu'il y avait là... Ça ne doit pas être un tendre pour gérer des affaires pareilles. C'est pas un tendre, et il a compris qu'il y avait une occasion extraordinaire. Et si l'on tient compte du fait que la Compagnie Générale Transatlantique a des alliés puissants, puisque le ministre Viviani on peut pas être plus puissant, est actionnaire, puisque Aristide Briand est très proche des banquiers Pereire, etc. On sait qu'on est relativement couvert. Mais c'est lui, je pense, qui est le deus ex machina de l'accusation, et qui se dit, là, on a de quoi faire accuser, non pas des lampistes, mais on va frapper à la tête. Et la tête, c'est ce pauvre Jules Durand. C'est tout le paradoxe, en quelque sorte, de cette affaire. Alors, comment expliquer que d'une affaire de règlement de compte dans le monde ouvrier, on en connaît à toutes les époques et dans toutes les civilisations, là pour le coup, on passe à une erreur judiciaire? Parce que normalement, on pourrait imaginer que l'ordre judiciaire est là précisément pour éviter ce genre de dérapage. L'affaire est transmise aux assises de Rouen. Ce qui veut donc dire déjà qu'elle a été
qualifiés comme criminels et qu'on a identifié des accusés, notamment Jules Durand. Donc là, la police est en cause, incontestablement. On a identifié d'abord les accusés directs, si j'ose dire. On n'a pas écouté le commissaire Henry, là. Je pense qu'il faut qu'on parle du commissaire Henry. On a d'abord les 3 personnes qui sont responsables vraiment des coups, etc. Ils sont arrêtés dès le début, puisqu'ils sont hébétés par l'alcool, qu'on les emmène, ils se laissent faire attirer sans résistance, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que, et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler, à mon sens, d'erreur judiciaire, puisqu'il y a cette volonté, cette machination, c'est que dès le début, il y a collusion de la justice. Alors une collusion qui est tout simplement le procureur de la République à l'oreille, ou plutôt la Compagnie Générale Transatlantique et Ducros ont l'oreille. Tout ce monde-là se connaît très bien, par définition. De la République. Oui. Et surtout, il y a un juge qui veut absolument quitter Le Havre. Et la personnalité du juge Vernis, c'est quand même quelqu'un qui doit aller dans le Midi parce que sa femme est malade, etc. Et c'est quelqu'un il veut une belle mutation et il est en passe de l'avoir. Et il sent très bien que dans 2 mois, il peut partir et il va pas gâcher cette possibilité. Et il fait ce qu'on lui demande. Tout simplement, je crois que c'est aussi bête que ça. Autant la police, en tout cas le commissaire Henry, va résister, autant le juge ne résiste pas. Donc le basculement dans la honte, il s'opère au niveau du juge d'instruction. Pour moi, il s'opère au niveau du juge d'instruction et du procureur qui est à Rouen, puisqu'il y aura un certain nombre qui lui obéit à son ministre. Il y aura un certain nombre de violations des lois. Vous avez parlé tout à l'heure de l'audition des témoins qui se fait dans les locaux de la Compagnie Générale Transatlantique. C'est absolument incroyable. Mais vous avez aussi à un moment le procureur qui fait des déclarations à la presse avant même que le gouvernement ait été mis au courant d'un certain nombre de... On sort tout juste de l'affaire Dreyfus. C'est quand même incroyable. On pourrait imaginer que les magistrats se montrent un peu plus prudents. Oui, sauf que, imaginons que lorsque le procès va avoir lieu, le procureur général va s'en prendre à un témoin de la Ligue des droits de l'homme en lui disant « Vous êtes une organisation révolutionnaire et on sait votre rôle tout au long de l'affaire Dreyfus ». Donc toutes les blessures ne sont pas refermées, loin de là, en fait. Les blessures ne sont pas refermées. Et effectivement, il y a dans la justice des gens qui, 6 mois plus tôt ou quelques années plus tôt, étaient dans ceux qui auraient condamné Dreyfus, par exemple. On a bien compris quelle était la matérialité des faits, pour autant qu'on puisse la cerner de très près, mais enfin quand même on a une idée assez précise. Nous avons vu le rôle de ce commissaire Henry qui, lui, est conscient de l'innocence de Jules Durand, mais qui est dépassé par le juge d'instruction, qui pour des raisons que vous nous avez expliquées, qui sont des raisons de complaisance assez lamentables, mais enfin qui peuvent exister dans la vie d'une administration, va finir par conclure à la culpabilité. Et à ce moment-là, l'affaire est donc transmise aux assises et maintenant c'est au jury populaire de décider. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous nous intéressons cet après-midi à une affaire, celle de Jules Durand, et nous sommes en compagnie de Roger Martin, auteur de l'ouvrage Les Docs assassinés, l'affaire Jules Durand, aux éditions de l'Atelier. Un mot sur le commissaire Henry, vous vouliez en reparler quand même, Roger Martin, parce que vous me dites que c'est vrai, son rôle a été remarquable dans cette affaire et jusqu'au bout. Mais je me suis posé la question justement de savoir quand même un commissaire de police, chef de la sûreté, donc... Il dépend du maire. À l'époque, la police est municipale, même si le ministère de l'Intérieur doit avaliser les candidatures et les nominations. Et puis, tout le monde peut faire pression sur lui. Le maire, la justice, etc. Or, cet homme, il mène une double enquête, une officielle et puis un certain nombre de choses qu'il met de côté. Et c'est quand même son rapport qui va permettre au député Meunier, à la Chambre, d'interpeller la Chambre et de mener la campagne pour Jules Durand. Et je me suis dit, qui est cet homme sur lequel on ne dit rien? On ne sait même pas dans la presse de l'époque son prénom. Donc là, il faut faire le travail de recherche. Donc là, c'était un travail du dépouillement. De flic. Et j'ai eu le plaisir de conclure que cet homme s'était engagé finalement pour Durand, d'une certaine façon, et de façon particulièrement efficace, simplement parce que c'était un honnête homme. Il va être plus ou moins révoqué, sa révocation sera ajournée, et on va le retrouver dirigeant des brigades du Tigre. C'est intéressant, à Amiens, à Marseille, et il finit sa carrière à Metz. Mais on ne savait quasiment rien sur ce fameux sur commissaire le véritable Henry. Héros de cette affaire, d'une certaine manière. Disons qu'il y a un héros malheureux et un héros oui, alors bon, bien sûr. C'est un peu comme dans l'affaire Dreyfus. Vous vous rappelez l'ouvrage L'affaire sans Dreyfus, parce que c'est vraiment ça. Au bout d'un moment, le pauvre capitaine Dreyfus disparaissait aussi de l'histoire. Totalement. Il a signé d'ailleurs là en faveur de... Dreyfus, lorsqu'il y a un appel qui est lancé par la Ligue des droits de l'homme, et qui va être signé naturellement par des gens comme Jaurès, mais là c'est Anatole France, Octave Mirbeau, il va y avoir les mêmes, voilà. Et tout à coup, on a Dreyfus qui sort un peu non pas de sa retraite, mais enfin c'est un homme discret et qui donc va signer pour Durand. Et je dirais que l'affaire la prend presque un autre tour.
Il y a quand même des différences avec l'affaire Dreyfus, objectivement. Bien sûr. Dans les circonstances de la naissance de l'affaire elle-même, là, il y a des intérêts, alors que dans l'affaire Dreyfus, il y a plutôt une opération qui tourne très mal et des préjugés. Et puis, dans les conséquences que ça aura, puisque on ne peut pas dire que ça ait eu le même impact d'une certaine manière. Cette affaire Dreyfus du monde ouvrier n'a peut-être pas marqué le monde ouvrier de la même façon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'on est à quelques années de la guerre de 14-18. Et voilà. Et je crois que tout simplement, il va y avoir forcément des choses pendant 2-3 ans, mais la guerre de 14-18 va balayer tout ça, tout bêtement. Il y a quand même une mémoire. Hein. Oui. Les Havrais se souviennent encore bien sûr très bien de cette histoire. Et puis il existe une association qui s'appelle les Amis de Jules Durand. D'ailleurs, on peut les retrouver en un seul mot, les Amis de Jules Durand sur Internet, qui d'ailleurs disent le plus grand bien de votre ouvrage, ils ont raison, et qui entretiennent la mémoire de cette affaire. Mais hein. il y a les Amis de Jules Durand, il y a les dockers, tout simplement, parce qu'il y a encore 1600 dockers au Havre. C'est un chiffre étonnant. Ils ne font pas tout à fait le même travail. Hein, ils ne font pas tout à fait le même travail. C'est très impressionnant. Et voir les machines sur lesquelles ils travaillent, c'est absolument effrayant. Ce sont devenus des techniciens de très haute volée maintenant. Ce sont des techniciens installés dans des monstres qui coûtent 7 millions d'euros. Mais non, il y a encore une mémoire ouvrière. Et puis il y a eu cette pièce de Salacrou, dont je ne comprends pas, d'Armand Salacrou, Boulevard Durand, qui est une pièce qu'on pourrait rejouer. Non, je pense que un peu partout, on entend encore parler de Durand. Bien sûr. Or, ton histoire Durand, qui fut vivante, recommence à vivre tous les jours, à toutes les heures, écrivait justement Armand Salacrou. À travers le monde, sous de nouveaux costumes, dans d'autres villes, avec de nouveaux visages, parce que c'est une affaire évidemment qui peut être déclinée presque à l'infini. Revenons au procès lui-même et à cette délibération d'un jury populaire qui va admettre, 1, que Jules Durand est coupable, et 2, qu'il ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante. Comment en est-on arrivé là ? Il faut que les témoins réunis par l'accusation aient été d'une efficacité diabolique. Déjà, il y a une disproportion mathématique extraordinaire, puisqu'il y a 63 témoins pour l'accusation, et il va y avoir 13 ou 14 témoins pour la défense, puisque la justice a récusé une centaine de témoins sous prétexte que ça coûte cher, justement, et donc il y a cette disproportion. Il y a quand même 2 poids, 2 mesures. C'est 2 poids, 2 mesures. Il y a un témoignage effrayant aussi, c'est celui du médecin légiste qui va tirer des pleurs quasiment à la salle en racontant l'état dans lequel était Donget lorsqu'il l'a examiné. Ça va avoir un effet très fâcheux. Et puis là, je crois qu'il y a l'erreur commise par René Coty, qui est un jeune avocat, qui croit à l'acquittement. C'est une de ses toutes premières affaires. Et qui va faire, à mon sens, 2 erreurs fondamentales. La première, c'est de ne pas assister à la confrontation de Jules Durand, les Boyer et les accusateurs. Et la deuxième erreur, qui est plus grave, je pense, c'est que lorsque le commissaire de police témoigne au procès, mais il faut le cuisiner là, il ne faut pas le rendre, le laisser sortir. Il faut à ce moment-là que Coty le questionne à son tour, parce que ce qu'il a dit c'est très important, mais on peut encore lui arracher des choses, faire répéter, et Coty ne le fera pas. Et c'est pas volontaire, c'est pas du tout, je n'y vois aucune manœuvre. Je pense simplement que c'est une erreur, parce que c'était pas un avocat qui avait l'habitude de plaider ce type de choses. Et donc on a inversé, je pense, l'état d'esprit du procès. Et les jurés n'ont pas mesuré non plus, vous l'avez dit tout à l'heure, les conséquences qu'il pouvait y avoir. En attendant, Jules Durand était parti du Havre accusé confiant. Il rentrera quelques années plus tard de Rouen, ancien condamné à mort, complètement détruit. Bien sûr. Est-ce qu'on ne peut pas voir, alors c'est peut-être une vision personnelle, mais il n'y a pas une petite concurrence une fois de plus entre Rouen et Le Havre? Il y a certainement eu quelque chose, si j'en crois, moi de mes amis du Havre qui sont farouchement havrais, dont un qui allait vivre 7 ou 8 ans à Rouen, qui m'a dit je viens à la retraite au Havre. Mais enfin, je pense pas que ce soit quand même cela qui est compté. Je pense qu'en revanche, il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier, qui a pu jouer dans le verdict, c'est que entre-temps, il y avait eu la grève de la thune, et que tous les journaux qui ont lutté contre Durand ont insisté. La grève de la thune, c'était la France paralysée par les cheminots. Et ça s'est terminé par une répression absolument extraordinaire, 2000 licenciements, et on a fait peur là en disant voyez les ça syndicats, va s'étendre etc. maintenant au port. Je crois que après les chemins de fer, les ports, le pays va être bloqué. Voilà, je crois que ça a beaucoup joué. L'affaire Jules Durand, les docs assassinés, c'est le roman graphique de Roger Martin, illustré par Mako, aux éditions de l'Atelier.